Imaginez ouvrir une tombe royale et trouver une momie avec un crâne écrasé, un visage déchiré et des bijoux en or serrés autour des os. C'est ce que les scientifiques ont découvert en réexaminant le corps de la tombe 55, la sépulture perdue d'Akhenaton. La violence dans le cercueil, les noms effacés et l'or bris rendent une chose claire. Quelqu'un a essayé de détruire ce roi longtemps après sa mort, à l'intérieur de la tombe la plus déroutante de la vallée des rois. Au cœur de la vallée des rois en Égypte se trouve la tombe nommée, une petite chambre presque oubliée qui, selon de nombreux experts, contenait autrefois Akhenaton, le souverain dont les choix ont bouleversé l'Égypte. En janvier 1907, la tombe n'avait même pas encore de numéro. L'excavateur Edward Ayrton y travaillait pour un avocat américain riche devenu archéologue amateur, Theodore Davis, qui avait un permis pour explorer la vallée. Le 6 janvier, Ayrton dégagea des débris et vit que des marches de roche menaient à une porte bloquée. Il rapporta cette découverte à Davis et le 9 janvier, les deux hommes, rejoints par l'artiste Joseph Lyndon Smith et l'inspecteur Arthur Weigel, brisèrent le sceau et entrèrent à l'intérieur. L'entrée n'était ni large ni grandiose. Un court escalier taillé dans la roche menait à un couloir droit et incliné. L'ensemble du passage et de la chambre mesurait seulement environ 27 mètres de long, minuscule comparé aux tombes plus profondes et ramifiées des pharaons célèbres à proximité. Les murs étaient grossièrement enduits, mais à compléter selon le contexte. Dans la pièce arrière, les marques rouges du guide de maçon et une niche à moitié commencée dans un mur montrent qu'un plan plus grand avait été esquissé, puis abandonné. L'ensemble du lieu avait l'air d'un projet arrêté à mi-chemin, puis réutilisé à la hâte. Même avant que l'équipe n'atteigne la pièce au fond, elle pouvait dire que la tombe avait une histoire mouvementée. La porte extérieure montrait non pas un, mais deux murs de blocage. Le plus ancien, fait de calcaire ajusté et enduit, avait autrefois porté le sceau officiel du cimetière royal, le chacal et 9 captifs liés. À un moment donné dans l'Antiquité, ce premier mur avait été brisé et la tombe envahie. Plus tard, des ouvriers avaient construit un deuxième mur lâche devant le premier, comme si quelqu'un voulait refermer l'endroit, mais ne se souciait pas de le reconstruire correctement. À l'intérieur du passage, des gravats remplissaient le sol presque jusqu'aux genoux. Des marques sombres sur le plafond et les murs montraient où l'eau avait pénétré dans le tunnel. Lorsque Ayrton et ses hommes purent enfin dégager un chemin vers la chambre funéraire, ils entrèrent dans un espace qui ressemblait moins à la demeure éternelle d'un roi qu'à un débarras après une tempête. La première chose qui attira leur attention n'était pas le cercueil, mais l'épave d'un grand sanctuaire doré. De grands panneaux de régissèrent sur le sol s'appuyaient contre les murs. Les parties survivantes montrèrent plus tard que le sanctuaire avait autrefois été couvert de scènes représentant un roi et une femme royale plus âgée faisant des offrandes au disque solaire. Les inscriptions sur les panneaux précisent que le sanctuaire avait été fait par Akhenaton pour sa mère, la reine Ti. Ces noms avaient été taillés et à certains endroits remplacés par de l'encre rouge avec le nom de son père, Amenhotep. Quiconque avait fait cela voulait honorer la mère mais effacer le nom du fils. Autour de la pièce se trouvaient d'autres objets brisés, des boîtes en bois pourri sur le sol dont le contenu était éparpillé partout. Parmi elles, de petits objets rituels de la cérémonie de l'ouverture de la bouche, un rituel destiné à aider les morts à respirer, voir et manger à nouveau. Il y avait des empreintes de sceaux nommant Toutankhamon, un fragment de tête de cygne en argent, des morceaux de mobilier et des disques d'un drap funéraire doré. Tout cela semblait endommagé et marqué par l'eau, couvert de plâtre tombé et d'éclats du plafond. On aurait dit que quelqu'un avait balayé des parties d'une maison royale dans une petite pièce, puis était parti. Dans une niche taillée en hauteur dans un mur, l'équipe d'Ayrton trouva 4 jolis jarres en pierre. Ce sont des jarres canopes, les contenants qui contenaient autrefois les organes internes d'une personne. Chaque jarre en albâtre avait un couvercle sculpté sous la forme de la tête d'une jeune femme avec une perruque ajustée. Une étude ultérieure montra que ces jarres et leurs premières inscriptions avaient été faites pour Kiya, l'une des épouses secondaires d'Akhenaton. Son nom et ses titres avaient été détaillés et une cobra royale avait été ajoutée à chaque jarre pour montrer qu'elles étaient réutilisées pour un roi. Même ces symboles de cobra avaient été brisés par colère. Près du cercueil et dans d'autres coins de la pièce se trouvaient 4 petites briques magiques en argile. Ces briques faisaient partie d'un ensemble protecteur qui devait être placé autour d'un cercueil royal, chacune portant des sorts et le nom de la personne décédée. Elles portent des hiéroglyphes nommant Osiris Nefer-Khepurwen, qui est le nom de trône d'Akhenaton, écrit d'une manière qui le montre comme Osiris, le dieu des morts. Les 4 briques ont été placées aux bonnes positions autour du cercueil, indiquant fortement que le dernier propriétaire de ce cercueil était Akhenaton lui-même.
Contre un mur se trouvait le cercueil qui avait suscité tant de débats. Il était couvert d'or, décoré de pierres colorées et avait autrefois reposé sur un lit funéraire à tête de lion qui avait depuis pourri. Le couvercle montrait une figure avec les bras croisés, mais en y regardant de plus près, des détails étranges commençaient à apparaître. La forme du corps et le style de la perruque correspondaient à des cercueils faits pour des femmes royales, pas pour des hommes. Pourtant, une fausse barbe avait été ajoutée et les mains avaient autrefois tenu le bâton et la houlette qui marquaient un roi. Chaque anneau de nom ovale qui aurait dû porter un nom royal avait été taillé, et le dommage le plus violent était sur le visage. Le masque doré sur le visage avait été arraché juste sous les yeux, détruisant toute trace des traits de la personne, laissant le cercueil aveugle et sans nom pour toujours. À l'intérieur, le corps, enveloppé dans du lin en décomposition, était dans un état horrible lorsque la tombe fut ouverte. 2 médecins de passage jetèrent un coup d'œil rapide dans la vallée et dirent à Davis que le squelette était féminin, ce qui correspondait à son espoir d'avoir trouvé la tombe de la reine Ti. Excité, il publia rapidement ses résultats, titrant « La tombe de la reine Ti ». Quelques mois plus tard, l'anatomiste Grafton Elliott Smith examina les restes plus attentivement et montra que les restes appartenaient à un jeune homme avec des hanches larges et un crâne de forme étrange. À partir de ce moment, la tombe n'était plus une simple sépulture de reine, mais un mystère lié par ces objets à la famille royale la plus controversée de l'époque. L'état physique du corps troublait même les scientifiques les plus aguerris. L'eau avait pénétré dans le cercueil à travers des fissures dans le plafond, imprégnant la partie inférieure de l'inhumation. Les rapports décrivaient les lèvres comme sèches et cuirassées, et les dents comme si fragiles qu'elles se réduisaient en poussière au toucher. Lors de l'examen, Smith essaya de sentir, à travers les bandages de la poitrine, des bijoux et des amulettes, mais le corps s'effondra simplement. Les os se séparèrent de la chair sèche, qui s'effritait, et tout se mélangea avec l'eau sale au fond du cercueil. Des témoins parleraient plus tard d'un mélange boueux de bouts d'os, de fragments d'or et de perles au fond de la caisse. Les ouvriers virent rapidement la valeur de cette boue. Alors que les restes se décomposaient, de petits éléments en or et des pièces incrustées, coincés dans la boue, furent ramassés et gardés par certains membres de l'équipe. Des années plus tard, Davis dut acheter des morceaux de bijoux et des fragments de plaques provenant clairement du cercueil. D'autres pièces disparurent dans des collections privées et des maisons de vente aux enchères. Même le corps principal du cercueil disparut pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que des chercheurs retracent finalement la plupart de son revêtement en or vers un musée à Munich, puis le fassent retourner en Égypte. Le corps lui-même se retrouva au Caire, sous la forme d'un crâne lâche et dispersé, entassé dans un panier après que les parties molles se soient réduites en poussière. Au-dessus de cette décomposition, apparurent des signes d'attaque délibérée. Le crâne montrait des dommages ressemblant à ceux causés par un jet de pierre, écrasant une partie de la tête. Un large pendentif en or, en forme de vautour, une pièce de bijou royal appelée pectorale, avait été plié en anneaux et forcé autour du crâne, de sorte que la queue de l'oiseau pendait sur le front comme une couronne tordue. Plus les chercheurs examinaient ces objets, plus il devenait difficile de voir cela comme une inhumation aléatoire. Un sanctuaire fait pour la reine, ainsi que des jarres faites pour Kiya, des briques magiques nommant Akhenaton par son nom de trône, étaient liés à tout un canon de meubles associé à Amenhotep. Cela ressemblait moins à une tombe normale qu'à une petite cage royale de la période Amarna, déplacée, réarrangée, puis partiellement déchirée dans la haine. Les débris de la tombe numéro 55 laissaient aux égyptologues un mystère douloureux. Quels ossements avaient été enterrés ici, et pourquoi quelqu'un avait-il tant essayé de l'effacer de l'histoire? Comment la science a-t-elle révélé la véritable identité de la momie KV5? L'ancienne méthode pour étudier une momie consistait à l'envelopper manuellement et à la fouiller. Mais si quelqu'un essayait cela, il détruirait ce qu'il reste. Le seul choix était d'apprendre autant que possible, tout en lui faisant le moins de mal possible. Et au début, cela devait être fait avec rien de plus que des yeux entraînés et des outils de mesure simples. C'est ainsi que Grafton Elliott Smith détermina que le corps était masculin. Il examina le crâne, vérifia la mâchoire, les dents, mesura les longs os des bras et des jambes et examina le bassin pour décider si le corps était masculin ou féminin. D'après l'usure des dents et la façon dont les os avaient terminé leur grandissement, il estima que l'homme était mort au début de la vingtaine. Cette estimation d'âge posa un énorme problème. D'après les archives écrites, on savait déjà que Akhenaton était monté au trône adolescent et avait régné environ 17 ans, ce qui signifiait qu'il était probablement mort dans les 30 ans.
Un squelette qui semblait à peine plus vieux que 20 ans ne semblait pas correspondre. D'autres médecins examinèrent plus tard les os et arrivèrent à des âges similaires, souvent autour de 20 à 26 ans. Pendant de nombreuses années, la plupart des livres répétaient la même histoire. Le corps de la tombe numéro 55 était celui d'un jeune homme trop jeune pour être Akhenaton et devait être plutôt un roi de courte durée comme Smenkhkarê. L'affaire semblait close et cette vision domina le domaine pendant des décennies. Mais le squelette était en mauvais état et tout le monde le savait. Les os avaient été trempés dans l'eau pendant des siècles. Les tissus molles se transformaient en une sorte de croûte sur la surface avec des parties manquantes. Ce genre de dommage rendait les estimations d'âge bien plus difficiles. Même chez des corps sains, juger l'âge uniquement sur la base des os n'est pas une science exacte. Et avec celui-ci, c'était pire. Les égyptologues avaient besoin d'un moyen d'ouvrir le corps sans couper une pièce de plus, et cela signifiait utiliser des machines, pas des couteaux. Au début des années 2000, une équipe dirigée par Zahi Hawass commença à plaider pour une étude médicale complète des momies royales clés, y compris celle de la tombe 55. Ils déplacèrent le squelette au musée égyptien et le glissèrent dans une grande machine en forme de tunnel appelée scanner CT. Un scanner CT est essentiellement une série d'images radiographiques prises en fines tranches que l'ordinateur empile ensuite en un modèle tridimensionnel. Au lieu de retirer des bandages ou de gratter les os, les médecins pouvaient maintenant examiner le crâne, la colonne vertébrale et les articulations sur un écran, zoomer sur de minuscules détails et faire pivoter l'image tout en laissant les vrais os intacts. Les images CT racontaient une histoire très différente des premières estimations visuelles. Les plaques de croissance aux extrémités des longs os étaient complètement fusionnées, ce qui n'arrive qu'aux adultes. Les surfaces des articulations montraient une usure qui ne correspondait pas à un adolescent. Les dents étaient plus usées que ce qu'on pourrait attendre d'un homme de 20 ou 22 ans. En plus, il y avait de petits changements dans la colonne vertébrale qui tendent à apparaître à l'âge moyen. En combinant tous ces indices, le meilleur ajustement n'était pas celui d'un jeune de la vingtaine, mais celui d'un homme adulte, âgé entre la mi-trentaine et la mi-quarantaine. Cette fourchette correspondait soudainement bien à un roi qui avait pris le trône adolescent et régné pendant environ 17 ans. Le scan montra également que cet homme était loin d'être en bonne santé. La colonne vertébrale avait une courbure latérale, appelée scoliose, qui peut rendre le fait de se tenir droit et de marcher plus fatigant. Le toit de la bouche présentait une fente, appelée fente palatine, un défaut de naissance pouvant causer des problèmes de parole et d'alimentation. Il y avait une petite croissance ou zone endommagée dans l'un des sinus faciaux du crâne. La partie supérieure du fémur montrait des signes d'effondrement ou d'une tumeur osseuse bénigne, ce qui aurait rendu chaque pas douloureux. Ces problèmes de santé s'inscrivaient dans un modèle plus large observé dans la famille royale. Les scanners CT de Toutankhamon, par exemple, suggèrent également une fente palatine partielle, une courbure de la colonne vertébrale, et sa tombe contenait plus de 100 cannes, dont beaucoup avaient été clairement utilisées. L'étude médicale de la dynastie montra que les problèmes de colonne vertébrale et d'autres défauts osseux se répétaient chez plusieurs membres de la lignée. Rien de tout cela ne prouve l'identité de l'homme de la tombe 55 par lui-même, mais cela montre qu'il s'inscrit dans une famille qui transmettait plus que des couronnes et de l'or. Pour aller au-delà de l'apparence d'un adulte avec des problèmes de santé, l'équipe se tourna ensuite vers l'ADN. Hawass et ses collègues prirent des échantillons d'os et de tissus de cette momie ainsi que d'autres. Ce groupe incluait notamment ses grands-parents présumés, Amenhotep III et la reine Ti, le couple Yuya et Tuya, des momies féminines de la tombe 35 et l'homme de la tombe 55. Ils copièrent et comparèrent des sections répétées de l'ADN, comme des codes-barres, pour voir quels individus partageaient les mêmes motifs et comment ces motifs pouvaient s'assembler dans un arbre généalogique. Les résultats furent frappants. L'homme de la tombe 55 partageait ses marqueurs paternels avec Amenhotep III et ses marqueurs maternels avec la reine Tiye. En même temps, il correspondait en tant que père biologique de Toutankhamon, qui héritait également d'une partie de son code d'une femme de la tombe 35, connue sous le nom de Jeune Dame. En termes simples, le test ADN montrait que cette séquence de Yuya et Tiyi était celle des arrière-grands-parents. Amenhotep était considéré comme le grand-père de l'homme de la tombe 55, la Jeune Dame comme la mère et Toutankhamon comme leur fils.
Cela signifie que le squelette anonyme se situe exactement entre Amenhotep III et Toutankhamon dans l'arbre généalogique, ce qui est la place qu'Akhenaton est censé occuper dans l'histoire. Les données médicales ont également changé la façon dont on perçoit cet homme. Pendant des années, les artistes et certains écrivains ont imaginé Akhenaton comme presque inhumain, avec une tête très longue, des hanches larges et des traits très étranges. Certains pensaient qu'il pourrait avoir souffert d'un syndrome génétique rare qui aurait causé un corps féminisé. Mais lorsque l'équipe examina les os et les scans, elle ne trouva pas de signe clair de ces conditions dramatiques. Ils virent un squelette masculin, mince mais autrement normal, sans preuve d'enflure ou d'articulation déformée. Les images suggèrent que l'apparence étrange dans l'art était probablement un choix stylistique lié à ses croyances et non une simple copie de son état médical. Savoir à qui appartenait presque certainement ce corps brisé ne fait qu'affiner le mystère plus large. Si c'est vraiment Akhenaton, comment un roi, né dans l'une des cours les plus riches d'Égypte, a-t-il fini abandonné dans une petite tombe simple, loin de la fière ville désertique qu'il avait construite pour son nouveau dieu? Pour répondre à cela, ils font prendre du recul par rapport aux eaux et sortir dans les falaises et vallées vers la tombe royale qu'il avait planifiée pour lui-même, ainsi que la chaîne de choix qui a déchiré ce plan. Dans la 5e année de son règne, Akhenaton quitta les anciennes villes et choisit une étendue de terre vide sur la rive du Nil, à peu près à mi-chemin entre Memphis et Thèbes. Il l'appela Akhetaton, l'horizon d'un teint. Il ne s'y rendit pas pour un court séjour. Il grava sa promesse dans les falaises sur d'énormes tablettes de roche appelées stèles frontières, disant qu'il vivrait là avec sa famille et qu'il serait enterré dans la terre désertique qu'il avait réservée pour son nouveau dieu. La zone qu'il délimitait était immense, environ 20 à 25 km à travers la vallée, soit environ 12 à 15 miles, et environ 13 km du nord au sud, soit environ 8 miles. De chaque côté de cette zone, il grava davantage de ses textes de frontières dans la roche. Dans ses inscriptions, il jura qu'il ne construirait pas de tombe pour lui-même ou sa famille ailleurs, ni à Thèbes, ni dans l'ancien cimetière royal, mais uniquement dans les falaises autour d'Akhetaton. Il rompait ainsi avec le passé de manière très concrète, même sa propre sépulture tournerait le dos à la vallée des rois. Derrière la ville, une vallée désertique s'enfonce dans les falaises. Aujourd'hui, elle s'appelle le Wadi Royal, une petite vallée latérale à environ 6 km, soit 4 miles de l'entrée. Au bout de cette vallée se trouve la porte de la tombe royale, connue des archéologues sous le nom de tombe numéro 26 dans la liste des tombes rocheuses d'Amarna. Cette tombe a été taillée pour Akhenaton lui-même et pour certains de ses proches, sa jeune fille Mekataté, sa mère Tiyi et peut-être Néfertiti dans une pièce latérale inachevée. Lors de leur première exploration, à la fin des années 1800 et le début des années 1900, ils découvrirent que la plupart des décorations avaient été brisées, mais que suffisant avait survécu pour montrer ce que le roi avait en tête. Sur les murs, Akhenaton, Néfertiti et leur fille se tiennent sous les rayons du disque solaire, l'Athènes, qui descend avec de petites mains pour les toucher. Ce n'est pas le monde habituel de l'art funéraire égyptien, rempli de dieux à têtes animales et de longs sorts pour l'au-delà. Il y a presque absence du livre des morts ici. À la place, il y a de grandes scènes de la famille royale, seule, adorant l'Athènes et entrant ou sortant du palais. Dans les chambres liées à Mekataten, une très jeune princesse est montrée allongée sur un lit, tandis qu'Akhenaton et Néfertiti se tiennent à proximité, les mains sur le visage en signe de chagrin. Cela ressemble à un rituel de deuil, effectué sous la lumière dure de l'Athènes, plutôt que dans l'obscurité douce des anciens dieux de l'au-delà. Des fragments de pierre provenant de la tombe montrent qu'Akhenaton et sa mère Ti y ont été placés. Des morceaux d'un grand sarcophage en pierre, portant les noms d'Akhenaton, ont été retrouvés sous les rayons de l'Athènes. D'autres fragments et des découvertes ultérieures dans la vallée des rois relient cette tombe à d'autres. Des murs de blocage brisés et reconstruits dans les couloirs montrent que la tombe a été ouverte et refermée plusieurs fois dans l'Antiquité. Des marques de ciseaux, des morceaux manquants de sculpture et des trous grossiers dans les murs indiquent une longue histoire de dommages. Quand les équipes modernes y arrivèrent, la tombe royale d'Amarna était déjà dépouillée de ses principales inhumations. Les espaces pour le roi et sa famille étaient là, mais les corps, dans leurs riches cercueils, avaient disparu. En dehors, le monde avait changé tout aussi violemment. Akhenaton avait fermé les temples dédiés à d'autres dieux, réduit le pouvoir de l'ancienne prêtrise et investi dans sa nouvelle ville et le culte de l'Athènes. Après sa mort, tout bascula. En quelques années, de nouveaux dirigeants commencèrent à restaurer les anciens dieux, notamment Amon de Thèbes. Dans des textes ultérieurs, des souverains comme Ramsès déclarèrent qu'ils rétablissaient l'ordre après une période de confusion.
le nom d'Akhénaton fut taillé dans des blocs de pierre et ses images, ainsi que ses témoins, furent brisés. Certains écrits refusaient même de le nommer, ne l'appelant que le criminel ou cet ennemi. Dans ce contexte, laisser sa grande tombe dans une ville construite pour un dieu haï n'était pas une option. L'archéologie à Amarna montre à quel point la vengeance était profonde. Les travaux sur le site ont révélé que, en quelques décennies après la mort d'Akhénaton, de grands bâtiments en pierre y furent délibérément démolis. Les petits blocs de calcaire, appelés talatat, furent extraits et réutilisés pour construire de nouveaux temples pour des rois ultérieurs dans d'autres villes. Des fouilles, notamment à Hermopolis, ont trouvé des murs entiers faits de ces blocs réutilisés, portant encore des scènes sculptées d'Akhénaton et de sa famille, mais maintenant cachés dans de nouveaux sanctuaires. La ville elle-même s'est lentement vidée. Les murs des maisons se sont effondrés, le sable a rempli les rues. Au moment où le nouvel empire prit fin à Akhénaton, il ne restait plus qu'une ruine. Un roi qui avait juré de vivre et mourir là-bas était désormais traité comme une erreur à dissimuler. Ce retour de bâton a aussi touché sa tombe. Lorsque la cour royale se reforma à Thèbes, de nombreux érudits pensèrent qu'il y avait eu un transfert funéraire. Les corps de la tombe d'Amarna furent sortis de la vallée désertique et transportés vers l'ancien cimetière royal. Les preuves de cela proviennent du mélange d'objets et de restes dans ces tombes. L'idée simple est que la tombe d'Akhénaton contenait Akhénaton, Mékataten et Ti. Plus tard, lorsque la ville fut abandonnée, certains ouvrirent la tombe, rassemblèrent les momies royales ainsi que certains biens funéraires et les déplacèrent dans la vallée des rois. Là, les corps furent placés dans d'anciennes tombes taillées dans la roche au lieu d'être pourvus de nouveaux monuments. L'un de ces lieux de repos était la tombe numéro 55. Le mélange de pièces dans cette petite chambre fait du sens si l'on imagine une équipe vidant la tombe d'Amarna à la hâte. Ils saisissent le sanctuaire doré de la reine Ti, prennent les jarres canopées fabriquées pour Kiya et remettent tout autour d'un seul cercueil dans une tombe latérale près du cimetière principal de Thèbes. À un moment, peut-être à l'époque des prêtres qui nettoyaient les inhumations royales au cours de la 21e dynastie, le corps de Ti fut déplacé à nouveau, cette fois vers la plus grande cachette dans la tombe numéro 35, où il fut retrouvé dans les années 1880. Merci d'avoir regardé. Maintenant, consultez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.